Bonjour. Pour traiter cette question de l'impact de la guerre d'invasion russe en Ukraine sur les pays du Sud et leur avenir, il convient d'analyser, de partir des différents votes qui ont eu lieu depuis le 2 mars au sein des Nations Unies, que ce soit au sein de l'Assemblée Générale des Nations Unies, où il y a eu 3 résolutions qui ont été soumises au vote le 2 mars et le 24 mars, ou que ce soit au sein du Conseil de sécurité, où une résolution a été mise aux voix par la Russie le 23 mars. Que montrent grosso modo ces résolutions? Elles montrent qu'une majorité de pays dans le monde condamnent l'agression militaire russe, condamnent le principe de l'utilisation de la force dans le règlement des différends, condamne la possibilité de violer l'intégrité d'une frontière d'un pays souverain. Ça, c'est ce qui fait consensus. Ensuite, c'est là que les choses deviennent plus compliquées. Certains pays se sont abstenus dans les différentes résolutions. Ils n'ont pas voulu prendre part au vote derrière le mouvement lancé par la Chine et l'Inde qui condamnent mais qui ne veulent pas condamner la Russie et surtout qui ne veulent pas lui imposer des sanctions. Quand on regarde un peu la carte mondiale des pays qui sont dans cette situation, on se rend compte qu'il faut ajouter aux abstentionnistes des résolutions des pays qui ont pu voter pour les résolutions mais qui par ailleurs ont pris des positions dans leurs chancelleries respectives tout à fait claires sur le refus de sanctionner Moscou. Et lorsque on regarde cela, on a la majorité du monde qui est dans cette position quand on ajoute les abstentionnistes aux résolutions des Nations Unies, aux pays qui ont pu voter pour les résolutions mais qui se sont prononcés également contre des sanctions, laissant un petit peu seuls finalement les pays européens, les États-Unis et le Japon. Donc on a une majorité de pays qui sont dans cette position. Pourquoi? Parce que les pays du Sud commencent à voir que le principe d'inviolabilité des frontières, de respect de la souveraineté internationale et d'autodétermination devrait être évidemment le point de départ de tout le droit international, qu'il n'est ni respecté par les puissances occidentales depuis des années, Irak, Libye, etc., et aujourd'hui par la Russie. Ça, c'est la première chose. Mais en même temps, eh bien, les pays du Sud semblent ne pas vouloir laisser aux puissances occidentales le fait de se resolidariser politiquement, comme on le voit, sur la base d'un pouvoir unilatéral d'imposition de sanctions qui peuvent aller jusqu'à la destruction économique de certains pays. Voyons que ce qui se passe en Russie est tout à fait inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Aucun pays n'a subi une telle puissance de sanctions, ni même de vente d'armes à l'Ukraine. Ce n'était pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale, ce genre de choses. Et on voit bien aujourd'hui que les Occidentaux, les puissances occidentales du moins, parce que ce terme d'Occidentaux est trop général, il ne doit pas être employé comme tel, à mon sens, on va parler de puissance occidentale, eh bien, elles ont littéralement débranché, si je puis dire, la Russie du système du fonctionnement international. Et les pays du Sud voient cela. Et ils ne veulent pas laisser aux Occidentaux ce pouvoir à l'avenir. Donc, vers quoi on va aller? Nous irons certainement, hypothèse, vers un monde où les pays du Sud, d'Amérique latine, d'Afrique et d'ailleurs, vont se positionner de manière, disons, opportunistes au sens où ils vont se positionner en fonction de leurs intérêts, en fonction de leur système d'alliance et leur dépendance au pluriel commercial économique avec les acteurs en jeu, c'est-à-dire les puissances occidentales, la Russie et la Chine. En fonction de tout ça, les équations seront différentes au cas par cas, mais en tout cas avec, c'est clair maintenant, une volonté plus ferme d'aller vers des dynamiques d'autonomisation en fait plus fortes en matière financière, en matière économique, en matière énergétique, un petit peu comme les débats qu'on a en Europe. Mais cela va s'accélérer dans les pays du Sud parce qu'ils ne veulent pas laisser aux Occidentaux l'unilatéralisme d'un pouvoir, disons, sur tous les pays du monde qui pourrait se retourner à un moment donné contre eux dans un conflit qu'ils auraient avec ces puissances occidentales. Donc on va aller vers une autonomisation, la recherche de dynamique où les pays vont plutôt chercher à avoir leur propre dispositif, que ce soit en matière monétaire, que ce soit en matière technologique. Et pour cela, ils passeront des alliances avec des pays qui leur donneront les moyens de construire cela à l'avenir. Et c'est de cette manière-là que les pays du Sud vont peu à peu se repositionner ou se positionner dans ce qui surgira à un moment ou un autre de ce conflit meurtrier en Ukraine, c'est-à-dire un monde plus bipolaire, mais cette fois-ci autour de la confrontation États-Unis-Chine, qui ne va pas s'effacer, qui va rester le grand disons, nœud des relations internationales du XXIe siècle, et les pays du Sud vont s'organiser dans cette bipolarité en fonction de ces objectifs d'autonomie plus marqués et de ce qui leur permettra d'être moins dépendants des Occidentaux et de ne pas être complètement dépendants des Chinois. Donc le programme est vaste, mais il y a aujourd'hui une forme de pensée qui s'accélère dans les pays du Sud autour de ces analyses-là, et c'est ça qui va, à mon avis, disons, positionner
les évolutions à suivre en Amérique latine ou en Afrique par exemple dans les mois et les années qui viennent. C'est un monde à la fois plus bipolaire et où chacun va chercher à être plus multipolaire en s'autonomisant, en trouvant des formes d'indépendance sur un certain nombre de points économiques, stratégiques, etc., qui permettent de ne pas être dans la roue des puissances occidentales et si possible pas trop dans celle de la Chine. Donc c'est autour de ça que le monde de demain en quelque sorte va s'écrire après le conflit ukrainien.